J'espère que tout roule pour vous, que vous tenez bon malgré les vents contraires. Revenons un instant, si vous le voulez bien, au fameux 19 novembre 2025. Faites le calcul avec moi aujourd'hui, on est le 14 décembre. Et oui, cela nous place à quoi? À 5 jours d'un mois, tout pile. Allez, on va pas chipoter pour 2 jours près. Disons-le franchement, ça fait quasiment un mois. Le temps passe, mais certains souvenirs restent brûlants. On avait rapporté, on avait révélé que l'homme par qui le scandale Hamlaoui est arrivé, M. Yassine Chatta, s'était rendu, aux autorités algériennes, après une cavale qui a duré plus de 2 semaines. Après avoir été en fuite et en cavale en Tunisie, Yassine, le 18 novembre 2025, a été récupéré à la frontière algéro-tunisienne par une équipe des services secrets algériens. Il a été par la suite transféré vers la capitale Alger pour être auditionné et entendu dans une base opérationnelle des services secrets algériens. Et jusqu'à l'heure où nous mettons en ligne notre vidéo, il n'a toujours pas donné signe de vie. Nos révélations, c'était l'émission du 18 novembre, du 19 novembre 2025. Depuis presque un mois, le principal déclencheur, le lanceur d'alerte qui a déclenché le scandale Hamlaoui, rappelez-vous, où il a eu dans plusieurs témoignages, dans au moins 2 ou 3 témoignages qu'il avait diffusés sur les réseaux sociaux, il avait raconté pendant de longues séquences comment lui, Hadjar Zitoni, anciennement journaliste et directrice de la communication au niveau de la direction générale du Croissant algérien, avait été emprisonné, torturé et violenté entre le mois d'avril, c'était le mois d'avril 2024, ce mois d'avril 2024, c'est là où c'était à cette époque-là que leur affaire avait éclaté. Tous les deux, mais c'était qui avait commencé le premier, tous les deux avaient décrit, révélé, précisé, expliqué tout ce qu'ils avaient subi comme maltraitance, comme violence, comme acte de torture, comme privation arbitraire de leurs droits humains les plus élémentaires, et comment ils ont été détenus arbitrairement et condamnés arbitrairement à la prison, dans de longs témoignages avec des dates, avec des faits vérifiables, avec des descriptions chirurgicales, de certaines scènes, de leurs interrogatoires musclés, de comment Hamlaoui est parti, s'est invité, a pu rentrer dans les locaux de la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale de Birmandreis, comment elle les a humiliés, comment elle a ordonné aux gendarmes, leur a demandé sur un air très autoritaire, c'est-à-dire qu'elle a instrumentalisé, elle a usé de son pouvoir d'influence sur les gendarmes. Elle a même humilié les gendarmes, elle les a rabaissés, elle les a utilisés. Elle s'est comportée comme si elle était leur chef en leur demandant de changer les procès-verbaux d'audition et en préfabriquant un dossier et en réécrivant les procès-verbaux d'audition, de sorte à ce que sa version des faits soit accablante et prise comme la vérité absolue, au détriment de ce qui a été dit, de ce qui a été raconté, de ce qui a été expliqué ou de ce qui a été affirmé par ses adversaires et ses détracteurs. Je rappelle qu'il était l'ancien président du bureau de la villa du Croissant Rouge algérien Hésite. Cela fait un mois que l'affaire a éclaté. Cela fait un mois de plus, le scandale Hamlaoui avait éclaté au début du mois de novembre. 2 semaines après, il s'est rendu. Les services secrets algériens lui ont fait croire qu'en se rendant aux autorités algériennes, en acceptant d'être auditionné, en acceptant de confier son destin ou de confier sa vie et sa destinée aux autorités algériennes, que les autorités algériennes allaient pas le réprimer, qu'elles allaient enfin enquêter sérieusement, rigoureusement. Et que s'il avait toutes les preuves, ou toutes les preuves sérieuses et fondées,
et s'il avait des éléments fondés qui démontrent que Hamlaoui baigne dans des opérations de corruption, dans des pratiques immorales illicites ou dans des pratiques de trafic d'influence et de détournement de l'argent public du croissant algérien, que les autorités algériennes allaient mal prendre en considération ces éléments fondés pour accabler ou pour placer sous enquête, voire même relever de ses fonctions, la limoger et la traduire devant les tribunaux. Rien de cela n'a été fait. Je dis bien que rien de cela n'a été fait. Nous sommes le 14 décembre 2025. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que Yassine Benchatta n'a pour le moment, il est interdit de quitter le territoire national. Il n'a pas retrouvé sa liberté de mouvement. Il n'a pas retrouvé tous ses droits civiques et juridiques et son passeport lui a été confisqué depuis le 18 novembre 2025. Il n'a plus de passeport. Il n'a pas le droit de quitter le pays. C'est une situation qui ressemble étrangement à une prise d'otage. Sincèrement, pour moi, il s'agit d'une prise d'otage. Je ne vois pas. Je ne vois pas comment on peut dire à quelqu'un, le rassurer, lui donner des gages de confiance, lui promettre qu'aucun mal ne lui arrivera et s'engager auprès de lui que sa parole sera prise en considération, que ce qu'il a subi comme injustice, ça va te le réparer, que la justice va le réhabiliter. Enfin, toutes les promesses de droit, de droiture, de rigueur, toutes les paroles qui lui ont été données, finalement, tout ça n'est que du mensonge, n'est que de la manipulation, n'est que de la tromperie. Il a été trempé. C'est très simple. Pourquoi lui retirer son passeport? C'était lui-même qui s'est rendu aux autorités algériennes. Il n'avait pas fui en Europe, il était parti en Tunisie. Quand il était parti en Tunisie, il n'était pas interdit de quitter le territoire national. Est-ce qu'il a violé une interdiction de sortie du territoire national qui a été prononcée ou qui a été notifiée par la justice? Pas du tout. Il est parti librement comme le lui permet la constitution algérienne. Il est parti en Tunisie. Pourquoi? Pour se mettre à l'abri. Parce que Hamlaoui, tout le monde a compris qu'elle était une femme très protégée par le pouvoir actuel, par les institutions sécuritaires et les institutions judiciaires. On a bien vu comment elle instrumentalisait et comment elle exerçait une influence malsaine sur le tribunal judiciaire de Birmandreis. Et comment la brigade de recherche et d'investigation de Birmandreis, comment ils roulaient pour elle. Ils étaient pratiquement des agents, des boys ou des agents de service, des agents de nettoyage à son service. Les gendarmes de la brigade de Birmandreis, on dirait qu'ils travaillaient pour Madame Hamlaoui. C'étaient les gardes du corps. On dirait qu'ils se comportaient comme s'ils étaient les gardes du corps. En fait, elle a transformé la brigade de recherche et d'investigation de Birmandreis en une milice privée entièrement mise à sa disposition pour veiller sur sa sécurité, pour veiller sur ses besoins personnels et pour réaliser ou répondre à la moindre de ses lubies ou de ses caprices. Donc comment voulez-vous que Yassine ou Hadjar Zitoni n'éprouvent pas de la peur ou ne soient pas terrifiés ou ne se sentent pas en insécurité quand ils ont commencé à dénoncer Madame Hamlaoui? Il était tout à fait compréhensible qu'ils décident de partir et de fuir l'Algérie momentanément, en attendant de voir comment les autorités algériennes vont réagir face à leurs révélations accablantes et comment elles vont traiter le cas Hamlaoui. Donc je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne donne pas le passeport, on ne redonne pas le passeport à Yassine. D'autres anomalies ont été identifiées au cours de nos investigations dans le cas de l'affaire Hamlaoui. Parmi ces anomalies, c'est que les services secrets, la direction des services secrets, qui a récupéré, c'est la direction de la documentation de la sécurité extérieure. C'est le renseignement extérieur. Jusque-là, rien. Jusque-là, c'est normal, il était à l'étranger. Donc ce sont les services qui sont habilités à intervenir à l'étranger, qui sont habilités à s'occuper de tout ce qui est menaces,
ou intérêts de l'Algérie ou tous les dossiers sécuritaires qui comportent des menaces, les dossiers sécuritaires. Tout ce qui est opération à l'étranger relève des prérogatives, on va dire, de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, du renseignement extérieur. Mais une fois qu'il est revenu en Algérie, dès les premiers jours, il a été auditionné et interrogé par la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Et il n'a pas été emmené au départ. Il a été logé à Alger dans un hôtel. Donc il n'a pas été, il faut dire la vérité, les éléments de la direction de la documentation de la sécurité extérieure ont bien traité sur le plan humain Yassine Ben Chatta. Il n'a pas été violenté, il n'a pas été menacé, il n'a pas été intimidé, il a logé dans un hôtel très confortable à Alger. Il a été nourri, logé, il a été écouté et auditionné. Sauf que la direction de la documentation de la sécurité extérieure n'a pas la qualité de police judiciaire, contrairement à la direction générale de la sécurité intérieure ou à la direction centrale de la sécurité de l'armée. Les autres, contrairement au renseignement intérieur, au renseignement militaire, les agents de la direction de la documentation de la sécurité extérieure ne sont pas des officiers de police judiciaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la qualité de police judiciaire qui leur permet de dresser des procès-verbaux, de faire des auditions judiciaires et de saisir les procureurs ou les juges et de leur fournir des preuves ou des informations qui peuvent permettre l'ouverture d'une information judiciaire. Ils n'ont pas la qualité de police judiciaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'enquêter sur des affaires qui relèvent du délit et qui doivent être jugées par la suite par des compétences, par des autorités judiciaires compétentes. Ils n'ont pas le droit. C'est du renseignement extérieur, c'est de l'espionnage. C'est la quête, la collecte d'informations à l'étranger. Ce sont les opérations à l'étranger. C'est l'infiltration de mouvements politiques ou de l'appareil étranger. Le renseignement extérieur, ce sont des maîtres espionnants. Ils collectent l'information, ils traitent l'information, ils fournissent l'information au président-chef de l'État, à l'état-major de l'armée nationale et populaire. Ils travaillent avec le ministère algérien des Affaires étrangères, mais ils ne peuvent pas mener des enquêtes judiciaires puisque leur champ d'action est à l'étranger. Dès le départ, c'est la direction de la documentation de la sécurité extérieure qui l'a auditionné. Pourquoi ? On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. D'après nos informations, Yassine n'a pas signé de procès verbal. Encore une fois, la direction de la documentation de la sécurité extérieure a fait son travail. Elle a ramené Yassine. Celui qui devait faire l'enquête, c'est où ? La direction centrale de la sécurité de l'armée. Ou la direction générale de la sécurité intérieure. Le renseignement intérieur, la direction centrale de la sécurité de l'armée, serait normalement, d'après ce que nous avons révélé au départ, c'était elle qui avait enclenché une enquête. Pourquoi ? Parce que les tortures, les maltraitances, les mauvais traitements qui ont été infligés à Yassine Ben Chatta et à Djarzi Tonnier sous les ordres ou sur instruction ou à la suite d'une intervention de Madame Etissam Amlaoui, ça s'est passé dans une brigade de la gendarmerie nationale en Algérie. Elle relève du ministère de la Défense nationale, mais de l'état-major de l'armée nationale et populaire. Donc c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée qui devait être mobilisée, qui devait être saisie, qui devait se saisir du dossier. Ce n'est pas le renseignement extérieur. Normalement, le renseignement extérieur, il remet le dossier ou il remet les informations qui ont été collectées par Yassine à la direction centrale de la sécurité de l'armée.
Même les auditions, ce n'est pas la direction de la documentation de la sécurité extérieure, c'est la direction centrale de la sécurité de l'armée. Bon, qui n'a pas voulu faire son travail, je ne sais pas. Je me pose des questions. Tout ce que je sais, ça fera pratiquement 1 mois qu'il n'a pas de passeport, n'a pas signé de procès verbal reconnu par la justice ou qui peut être utilisé par la justice et n'a pas été écouté par l'autorité judiciaire. Aucun juge ne s'est adressé à Yassine Benchatta. Aucun juge n'a voulu voir ou rencontrer Yassine Benchatta. Et aucune autorité sécuritaire qui bénéficie, qui jouit de la qualité de police, d'officier de la police judiciaire, n'a écouté ou n'a auditionné Yassine Benchatta. Yassine, pendant tout ce dernier mois, ses interlocuteurs, c'était la direction de la documentation de la sécurité extérieure. La direction de la documentation de la sécurité extérieure a fait son travail, même si certaines mauvaises langues affirment que la direction de la documentation de la sécurité extérieure ou le patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, le général F. Moussaoui, serait l'ami de Tissam Hamlaoui. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Moi, je réclame une enquête, je réclame des clarifications. D'accord? Et c'est la direction de la documentation de la sécurité extérieure du côté de qu'est-ce qui empêche la direction générale de la sécurité, le général Hassan, de faire son travail? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui empêche la chaîne de commandement de convoquer Yassine Benchatta, de récupérer le dossier auprès de la direction centrale de la sécurité de l'armée et de judiciariser ce dossier et de demander à un procureur ou à une autorité judiciaire compétente de les autoriser par la suite à prendre en main le dossier de Tissam Hamlaoui et de convoquer et auditionner Tissam Hamlaoui ou la direction centrale de la sécurité de l'armée. Moi, je ne comprends pas. La direction centrale de la sécurité de l'armée, elle vient de changer de patron. Un nouveau patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée a été nommé. Ça tombe bien, on va l'interpeller. Il y a un nouveau patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée en Algérie. Il a été nommé à un moment donné. Normalement, c'est le général Abbas Ibrahim, qui a été installé de cela à peine 24 heures. C'était le 13 décembre dernier, Donc Abbas Ibrahim, qui a été installé dans ses fonctions hier samedi par le général d'armée Chengria en tant que chef de l'état-major de l'armée nationale et populaire, ce qui est tout à fait normal parce qu'il relève de son autorité. La direction centrale de la sécurité de l'armée, elle est placée sous l'autorité de Saïd Chengria, alors que la direction générale de la sécurité intérieure et la direction de la documentation de la sécurité extérieure sont placées sous l'autorité du président de la République, même si les deux ont le statut de militaire. Les membres de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, ce sont des militaires. Ce sont des militaires de carrière. Et les membres de la direction générale de la sécurité en Algérie, ce sont des militaires. Même le renseignement technique, l'autre division des services secrets algériens, la direction générale du renseignement technique a le statut de militaire. Ils ont un statut de militaire. Ce sont des militaires. Donc la configuration des services algériens est complètement, je sais qu'elle est très opaque, elle est difficilement compréhensible et un peu irrationnelle. Mais à l'époque du régime de Bouteflika, elle fonctionnait parfaitement. La direction centrale de la sécurité à l'état-major de l'armée, la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la direction générale du renseignement technique, la présidence de la République et les deux services, le renseignement militaire ou le renseignement technique extérieur et intérieur, avaient des passerelles, collaboraient entre eux. Il y avait des échanges, il y avait une collaboration harmonieuse, puisqu'il y avait un coordinateur des services secrets algériens qui était en place. Et ce poste de coordinateur est vacant, voire inexistant, depuis la crise politique de 2019.
Mais il y a un général, l'ancien général de la direction centrale de la sécurité de l'armée Majibi. On aurait aimé qu'il était en poste depuis mars 2023 et c'est lui qui assurait la direction de la direction centrale de la sécurité de l'armée quand il y a eu les scènes de torture au sein de la gendarmerie, au sein d'une brigade de gendarmerie de Birmandreis. Il y a quand même ce que Yacine et Hajar Zitoni nous ont décrit des scènes très précises de torture de maltraitance et l'intervention directe, je dis bien l'intervention directe de Tissam Hamlaoui dans les locaux. Elle a pénétré les locaux de la brigade de gendarmerie de Boudouaou. Elle a crié sur les gendarmes, elle leur a donné des instructions, elle leur a ordonné de de falsifier les procès-verbaux, de revoir de fond en comble la rédaction des procès-verbaux pour privilégier ses accusations, pour mettre en exergue ses arguments à elle et pour accabler les suspects Hajar Zitoni et Yacine Ben Chatta. Donc là, la gendarmerie, les enquêteurs de la gendarmerie, des officiers de la gendarmerie nationale ont été placés, ont été manipulés, ont été malmenés et ils sont complices. Ils sont complices avec Hamlaoui. La direction centrale de la sécurité de l'armée, c'est le service, c'est le corps sécuritaire, c'est le corps constitué plutôt qui devait rapidement se saisir de ce dossier. Ce sont les premiers qui sont concernés. Il n'y a aucune excuse. Il doit rendre des comptes. Il doit être jugé. Pourquoi il n'a pas enclenché une enquête ? Bien sûr, normalement, l'état-major de l'armée nationale populaire lui demande d'ouvrir une enquête, mais il peut demander dans une correspondance au secrétaire général du ministère de la Défense nationale le feu vert pour chercher une enquête. Il y a une inspection du ministère de la Défense nationale. Il y a un contrôleur général. Il y a un contrôleur général, il y a une inspection générale qui en ce moment doit aussi se prononcer sur des cas pareils et enquêter sur des bavures, sur des dérives ou des manquements à l'éthique ou des manquements à la réglementation qui régit le fonctionnement des institutions militaires. Il faut savoir qu'il y a des lois en Algérie. Ce n'est pas un pays sauvage, ce n'est pas une jungle. Aucun militaire n'a le droit de torturer, de violer, de violenter, de frapper, d'agresser ou de maltraiter un civil en Algérie. Il y a une faillite morale générale au niveau de l'ensemble des institutions sécuritaires et militaires du pays dans la fête du AM. Et jusqu'à aujourd'hui, Saddam, sa demoiselle, est protégée. Je dis bien, elle est protégée. Des rumeurs ont circulé récemment concernant son limogeage ou son remplacement à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Ce sont des rumeurs qui se sont avérées finalement fausses, puisque l'on a confirmé l'information. Il n'y a aucune décision officielle qui a été adoptée par la présidence de la République. L'Observatoire national de la société civile, que dirige Hamlaoui depuis la fin mars 2025. Officiellement, c'est toujours Hamlaoui qui le dirige. On a raconté sur les réseaux sociaux, on a publié des photos d'une avocate qui devait remplacer Hamlaoui à la tête de l'Observatoire national de la société civile. Ce ne sont que des rumeurs. Rien d'officiel n'a été décidé. Tissam Hamlaoui est maintenu dans son poste à la tête du Croissant Rouge algérien et à la tête d'un organisme constitutionnel qui relève des prérogatives du président de la République, à savoir l'Observatoire national de la société civile. En résumé, Tissam Hamlaoui n'a rien subi. Elle a juste disparu des radars médiatiques. Elle a juste disparu de la scène médiatique. Elle ne fait plus de déclarations publiques. Elle ne médiatise plus ses activités. Elle ne fait plus d'activités publiques qui passent à la télévision ou qui passent à la radio. Les médias, où elle ne fait aucune déclaration aux médias. Et c'est des antécédents. C'est la seule sanction qui a été infligée ou qui a été décidée disparaître publiquement.
Elle qui aimait les caméras, qui chaque semaine faisait des visites dans les wilayas, chaque semaine elle faisait des conférences. Toutes les caméras de télévision privées, publiques, algériennes lui couraient après. Elle qui adorait se faire belle, se faire filmer et susciter le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà, on la sanctionne, on la punit, on la prive de ses lumières, on la... Cachez-vous. On lui a juste demandé de se cacher, on lui a juste demandé de prendre son mal en patience et de ne plus parler aux médias, de ne plus faire aucune apparition médiatique. C'est tout. On l'a privé des projecteurs des médias, mais les projecteurs de la justice et des services de sécurité n'ont jamais été braqués sur elle. Mais lui, notre ami Youssef Yassine Benchatta, ni passeport, ni le droit de voyager à l'étranger, ni le droit de se déplacer. Est-ce qu'il travaille ? Il n'a même pas été réhabilité, il n'a même pas été réintégré au sein du Croissant Rouge algérien, il n'a été écouté par aucune autorité judiciaire. Et ça fait un mois qu'il est pris en otage puisqu'il ne peut pas s'exprimer. Certainement, il a peur de s'exprimer parce qu'il est en Algérie, sur le territoire algérien. Il a peur de représailles. Il peut être arrêté à n'importe quel moment. Il peut être présenté devant un juge pour l'emprisonner et placé sous mandat de dépôt à n'importe quel moment. En réalité, il a été réduit au silence. Donc il n'y a jamais eu le rapatriement de Yassine Benchatta depuis la Tunisie. Finalement, on n'avait qu'un seul objectif, le faire taire. Le faire taire, le réduire au silence pour protéger Amlaoui. Et aujourd'hui, il est un otage. Un otage. Nous lui témoignons toute notre solidarité. Et de notre côté, nous continuons d'investiguer et de rechercher toutes les informations pour mettre la lumière ou pour faire la lumière ou mettre la lumière sur l'affaire, le scandale Etissam. Pour moi, c'est le plus gros scandale de l'année 2025. Je dis c'est le plus gros scandale de l'année 2025 et l'un des plus gros scandales de l'histoire de l'Algérie contemporaine.